Allez, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 23e numéro de Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Rabadan, ex-rugbyman de très haut niveau. Il était notamment le capitaine du Stade français, donc 6 fois champion de France professionnel de rugby. Il a notamment été conseiller sport à la mairie de Paris et il est aujourd'hui sur la liste d'Anne Hidalgo donc pour le 14e arrondissement. Donc reconverti maintenant dans la politique. C'est avec grand plaisir que nous allons accueillir aujourd'hui Pierre Rabadan qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être ici. Nous allons le faire venir sur ce live. Là, Voilà. voilà, super Pierre, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Oui, nickel, merci beaucoup. Donc effectivement, c'était sur le portable, c'est Ouais, bien j'ai ça. essayé avec l'ordi, mais c'était plus Ouais, simple. Ça marche pas. c'est ça. Super. Eh bien, écoute, tout d'abord, merci d'être là, merci de ta présence. Ça nous fait vraiment très Bien. plaisir que tu puisses discuter avec nous. Et pareil, partager. Super. Alors, on va démarrer. On va mettre, comme on est dans une émission de boxe, on va mettre un petit chrono avec le gong. Et on va te demander de pouvoir te présenter ton histoire, ton parcours. Qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? J'ai combien de temps? Comme tu as envie, c'est toi qui vois. Je vais faire court. Écoute, je suis Pierre Rabadan. Je n'ai pas encore 40 ans, mais ça s'approche à vitesse grand V. Donc quelques mois. Je suis né, j'ai grandi du côté d'Aix-en-Provence et je suis arrivé à Paris à 18 ans pour jouer au rugby. Recruté par le Stade français, pas en niveau professionnel, hein, c'était encore chez les jeunes. Et je suis passé professionnel l'année d'après, après un titre de champion de France junior en 98. Et j'ai été pro l'année d'après, donc en 99, jusqu'en 2015, pour faire court. Et voilà, avec évidemment, comme dans toute carrière, des hauts et des bas. Beaucoup de hauts, parce que j'ai eu la chance d'être dans une époque assez Ah, formidable, ouais. incroyable de l'évolution du rugby aussi, et dans un club performant avec beaucoup de très bons joueurs. Et j'ai eu la chance de partager ça avec eux. Donc voilà, j'ai vécu une longue carrière euh, avec différentes phases. On va peut-être en parler un peu On va après. développer. Ouais, ouais, tout à fait. Et On je va me suis développer. arrêté donc à 35 ans après 17 saisons en pro. Et j'ai donc décidé d'une reconversion en politique dans le cabinet donc d'Anne Hidalgo qui m'a non comme ça c'est mieux. Qui m'a proposé de travailler avec elle Mhm. donc dans son cabinet en charge du sport puis après la candidature des Jeux Olympiques de Paris puis de son organisation quand on les a gagnés jusqu'à voilà, donc d'octobre 2015 jusqu'à fin février 2020, Oui. où là j'ai démissionné de mes fonctions pour pouvoir me présenter au municipal dans le 14e arrondissement à Paris où j'habite. Voilà, et j'en suis là puisque du coup j'ai démissionné avant les élections, comme le veut la règle, et comme ça nécessite. Et comme il n'y a eu qu'un tour, et ben on est dans cet entre-deux tours en attendant de savoir ce que Ce qui va se passer. l'urgence sanitaire Mm. va nous amener à faire pour ce sujet-là. Mais voilà, on l'évoquera peut-être aussi après. Absolument. Et d'ailleurs, on salue Daniel Narcisse, grand handballeur de très haut niveau qui nous regarde et qu'on salue. Pour parler un peu donc d'abord de ta vie sportive, donc tu as été capitaine du Stade français. Je voudrais que tu puisses nous donner un peu, selon toi, les liens qu'il y a entre le rugby et la boxe. Est-ce que par exemple le rugby est un sport de combat? Quelle est ta vision sur ce point de vue? Ben, écoute, si tu voyais une photo de moi jeune et moi maintenant, tu pourrais comprendre pourquoi c'est un sport de combat, enfin en tout cas en avoir la certitude. C'est évidemment un sport de combat, c'est même l'essence première du rugby, puisque c'est un sport et de contact et de combat, et qui amène forcément à pas mal d'opposition. Alors Oui, ça s'est régulé, canalisé, maintenant elle est plus codifiée, on va dire, avec le temps. On voit plus ce qu'on voyait il y a 20 ans maintenant sur les terrains, mais évidemment c'est un sport très exigeant,
individuellement et aussi collectivement. Mhm. Donc ça, c'est ce qui le rend aussi pour moi très intéressant. Mais oui, c'est avant tout un sport qui nécessite un engagement total et où on va beaucoup au contact de l'adversaire. Donc l'idée, c'est par essence, ça doit être un sport d'évitement pour moi plus que de combat. Oui, Mais de fait, il y a beaucoup de zones de contact et donc de combat qui se trouvent dans chaque action de rugby, quoi. c'est vrai. C'est vrai. Et puis on voit beaucoup de similitudes, effectivement, parfois avec les sports de combat. Pour toi, quelle est la plus grande qualité d'un capitaine? Tu as été capitaine. Peux-tu nous donner, selon toi, les attributs qu'il faut pour être capitaine d'une équipe? Il faut d'abord bien se connaître déjà pour passer moins de temps à s'occuper de soi que de s'occuper des autres, parce que la qualité première d'un capitaine, c'est de prendre en charge l'intérêt collectif d'une équipe et pas simplement sa propre performance. Donc c'est d'avoir en charge et de manager un peu des groupes de personnes pour les amener vers la meilleure performance possible. Et aussi, c'est bien connaître les gens avec qui tu évolues pour les faire progresser individuellement dans un cadre collectif. Donc ça, c'est une des premières qualités. Je pense qu'il faut quand même évidemment s'intéresser et aimer un peu les autres, ceux qui t'entourent, Mhm. pour tirer le meilleur De de même, ouais. entre eux. Et puis après, il faut avoir une capacité de dialogue aussi, alors au sein de ton équipe. Et puis il faut faire le lien dans les sports collectifs entre la volonté et les problèmes des individus Mhm. avec parfois des problématiques avec les entraîneurs, le staff, le président, l'environnement extérieur, les médias et toutes problématiques. Donc il faut vraiment essayer d'avoir ce rôle un peu d'amortisseur. Faut arriver à absorber et à protéger aussi parfois son équipe de Ah, le groupe, l'extérieur, hein. mais aussi parfois de l'intérieur. Voilà, donc ça prend du temps, de l'énergie beaucoup, mais en même temps, c'est un gage de confiance que tes coéquipiers te font. Et c'est vraiment très agréable quand on arrive dans ce cadre collectif à être performant. Alors évidemment, le summum, c'est de gagner un titre, Oui. mais ça peut être aussi selon le niveau de ton équipe, de tes coéquipiers, simplement l'atteinte d'un objectif que tu t'es déterminé. Voilà, on apprend toujours. Je crois que c'est ça aussi qui est bien quand on est capitaine, c'est qu'on apprend beaucoup, mais il faut aussi être conscient de la responsabilité qu'on a dans les bons comme dans les mauvais moments. Bien sûr. Et elle est très grande. Elle est très grande et souvent les grandes équipes ont des capitaines. Ou un grand capitaine, souvent. Euh, ça fait partie d'un rôle, mais c'est un processus, hein. Je pense qu'il Bien sûr. y a évidemment des gens qui naturellement ont une capacité plus facile, plus innée à être capitaine, à à avoir un certain leadership. Absolument. Mais ça s'acquiert aussi avec l'expérience et avec ce qu'on apprend aussi un peu dans sa carrière, hein. Quand on est au contact de grands joueurs, de grandes personnalités, de grands caractères et donc et de capitaines. Voilà, on apprend, on intègre ça. Et puis, ça marche très bien quand l'environnement le veut aussi. C'est-à-dire, ça marche bien quand il y a un fonctionnement global avec un staff avec qui vous entendez bien et où il y a une certaine complicité. C'est généralement les ingrédients nécessaires pour la performance sur la durée. Bah, très bien. Effectivement, c'est très clair, c'est très bien expliqué. Merci à toi. Euh, Tu l'as dit, donc après cette carrière de rugbyman, tu as été contacté par l'équipe d'Anne Hidalgo pour travailler à la ville de Paris sur la question donc, du sport, la politique sportive de la ville de Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi donc cette période a consisté et quelle est la politique sport de la ville de Paris? Si tu peux nous donner un peu les grands plans d'ensemble et les grandes lignes directrices de ce programme sportif autour de la ville de Paris. Ouais. Alors, d'abord, je te le remets enfin, je vous Oui, remets dans le contexte parce que je m'adresse à tout le monde. oui, Du coup, en fait, je suis arrivé en octobre 2015. Donc, pour remettre dans le contexte, je suis arrivé donc un mois avant les attentats de novembre oui. 2015, qui évidemment on ne pouvait pas anticiper, mais
On avait déjà à ce moment-là commencé à réfléchir à la candidature de la ville de Paris pour les Jeux. Et je suis arrivé au bout d'un an, un peu plus d'un an du premier mandat, où il y avait déjà évidemment beaucoup de choses qui avaient été impulsées par Anne Hidalgo, par Jean-François Martin, son adjoint au sport, et par toute la direction de la jeunesse et des sports qui travaille au quotidien sur ces sujets-là. Donc, je suis arrivé dans un wagon qui roulait déjà, mais qui effectivement, comme toute notre société, s'est heurté à ces attentats et à un changement forcément de vision, de fonctionnement, de repères aussi, puisque ça, évidemment, ça nous a tous beaucoup secoués, de près ou un peu moins près, mais ça a été, je pense, traumatisant pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu une remise en cause. Alors, la première, elle a été comme un peu la crise qu'on traverse actuellement, voilà, où vos repères changent, votre système de fonctionnement change dans les alentours. Et là, on avait en ligne de mire un événement très important, parce qu'il y avait l'Euro 2016 qui arrivait 8 mois après les attentats. Et c'est vrai que l'environnement, l'atmosphère et les prérogatives nécessaires de sécurité ont drastiquement changé, y compris pour tous les événements qui se passent à Paris, hein, parce que il faut savoir qu'à Paris, sur 365 jours que contient une année, il y a à peu près entre 450 et 520 qui Événement. se déroulent. Ça va d'une petite course d'arrondissement au marathon, évidemment, au Grand Prix de Formule électrique, à Roland-Garros, à des événements récurrents et annuels et à des événements plus exceptionnels comme l'été l'Euro. Donc effectivement, nous, côté sport et grands événements, on avait en ligne de mire cet événement-là massif, hein, qui devait aussi marquer un peu un retour à la vie que l'on souhaite, quoi. C'est-à-dire une ville et une vie ouverte où les gens ne se cachent pas, n'ont pas peur, ont envie de vivre tout simplement et ne vont pas changer leur fonctionnement parce que certains, pour des raisons obscures et que je peux qualifier de terroristes, tout simplement, veulent que ça veulent influencer et faire changer ça. Et je crois qu'on a tenu bon. On a aussi compris la nécessité que cet événement se déroule au plus proche de la dimension dans laquelle il était prévu. Et je pense que ça a participé avec beaucoup de difficultés et de contraintes, mais à faire en sorte que d'abord l'événement se passe très très bien, qu'il accueille l'Europe et le monde pour le foot, hein, parce que c'est l'équivalent du troisième ou quatrième événement mondial en termes Bien d'ampleur, sûr. hein, l'Euro de foot. Et ça a permis de retrouver un fonctionnement de vie et voilà, d'aller de l'avant. Et il se trouve qu'en même temps, effectivement, ça c'est vraiment la politique des grands événements. Après, je viendrai sur le côté plus local. À ce moment-là, la maire a décidé, après les garanties qu'elle avait demandées auprès du CIO, auprès de ceux qui portaient la candidature, de certains changements indispensables et nécessaires, elle a décidé aussi, après les attentats, de lancer Paris dans la candidature pour l'organisation des Jeux, pour avoir voilà, un On va faire le objectif. lien justement avec les jeux. C'est vrai que c'est un formidable outil de promotion du sport. Tous les clubs en fait de sport militent au quotidien pour que ce soit un outil de santé, d'utilité publique, un outil social, un outil éducatif. Peux-tu nous expliquer, pour ceux qui sont moins familiarisés avec le milieu du sport, ce qu'un événement comme les JO peut représenter et quel impact il peut avoir sur le quotidien ensuite des Français en termes de pratiques sportives? Ouais. Alors, j'y viens, mais je termine juste Je t'en rapidement. prie, bien sûr. Donc, on avait la maire a décidé d'engager Paris dans cette candidature pour cette raison-là aussi, pour avoir un objectif à moyen terme d'un événement planétaire positif qui engage la population et particulièrement les jeunes et qui soit quelque chose qui soit ouvert au monde et qui ressemble à ce qu'est Paris, en fait, une ville qui accueille le monde, qui est ouverte et qui a besoin de vie et qui a besoin de vivre. Voilà, donc c'était dans cette optique-là qu'on est parti et puis on a eu la chance d'obtenir l'organisation. Juste un mot avant de répondre à ta question sur les Jeux.
sur la politique plus locale. Nous, à la ville, on a décidé dans cette mandature, là, c'est la mandature qui vient de s'écouler, de s'appuyer principalement sur les clubs. C'était vraiment notre pierre angulaire du développement du sport. On veut qu'il passe par les clubs, par les structures sportives. Il y a évidemment des offres privées avec lesquelles on travaille très bien et qui répondent à des besoins que certains expriment par rapport à un rythme de vie, par rapport à différentes problématiques. Mais nous, à la ville, on a voulu vraiment s'appuyer sur le développement du club, pas d'abord l'expertise de la pratique qu'il amène, mais aussi et surtout parce que le club, c'est pas simplement un lieu où on fait du sport. C'est un lieu où où on tisse des liens, où c'est un lieu éducatif, c'est un lieu où il se passe beaucoup plus que de la simple pratique sportive. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire au travers du développement des équipements. Bon, voilà, je pourrais t'en parler des heures, mais Ouais, non, mais on va le but, synthétiser, ouais, voilà, effectivement. s'il y a une idée à retenir, c'est celle-là. On a Mhm. vraiment investi les clubs et on souhaite continuer à le faire. Très Pour bien. ce qui est des jeux, les jeux, effectivement, c'est le plus grand événement au monde qui est organisé. C'est un événement qui véhicule énormément de choses parce que c'est le seul événement au monde qui réunit, au-delà des divergences politiques, stratégiques, presque 130 ou 140 pays. Donc ça a une portée qui est quand même très très forte. Alors c'est un événement très gros hein, parce que c'est quasiment Bien 27 sûr. championnats du monde au même moment dans un pays. Donc en termes d'organisation, c'est Ouais, important. c'est très lourd, hein. Je le disais tout à l'heure, mais c'est important aussi de comprendre que les éditions passées et les dérives qu'on a pu avoir sur des constructions qui étaient mal réutilisées, qui n'étaient pas une nécessité pour la population, ce n'est plus aujourd'hui, et c'est les garanties dont je parlais, ce n'est plus du tout la norme et ce n'est plus du tout ce que le CIO veut faire. En Mhm. tout cas, c'est les garanties qu'on a demandées pour d'abord limiter les investissements uniquement à la nécessité qu'ont ces investissements pour la population une fois la compétition passée. On ne veut plus construire pour les 15 jours de Jeux olympiques et les 11 jours de Jeux paralympiques. On veut construire parce qu'il y a besoin d'équipements à des endroits spécifiques et qu'ils serviront pour ces compétitions olympiques, mais ils auront surtout une Après. vocation à servir après pour les gens et pour la transformation de ce d'une ville ou d'un département ou d'une région qui a besoin de ces infrastructures sportives ou qui a besoin de logements, comme ce sera le cas à l'île Saint-Denis, avec Mhm. la construction du village des athlètes, etc. Donc c'est important. Vous avez vu que certains peut-être ont vu, on, on en a parlé dernièrement. Tony Estanguet on a reparlé, je crois, hier. Et effectivement, la crise sanitaire qu'on traverse va peut-être amener aussi encore à refaire encore des ajustements. On vit là une crise particulière, unique, qu'on n'a jamais vécue et qui va encore sans doute amener à des évolutions. Mais voilà, l'état d'esprit, il est celui-là. On fait quelque chose dans un coût qui est maîtrisé, qui a une utilité pour la population, pas simplement avant ou pendant les Jeux, mais surtout après. Et Que ça c'était bien puisse perdurer dans le temps, oui. c'est bien l'idée de la candidature de Paris, qu'elle profite en premier lieu en héritage, comme on l'appelle, à la transformation aussi du département de la Seine-Saint-Denis, qui a besoin de cette transformation urbaine et qui va en bénéficier. Très bien. Donc, Euh, après, l'engouement autour du sport, et j'en reste là après, c'est évidemment, on le sait, voilà, tous les gens qui font du sport le savent, quand on est jeune ou au cours de notre vie, on s'identifie à des performances, à des gens, à des sportifs ou des sportives. Voilà, c'est très important. Ça a aussi un rôle d'intégration sociale très forte, et notamment, on sait que pour les Paralympiques, c'est souvent le cas. Et il faut bien se rappeler que ce sont les Jeux paralympiques et olympiques. Ce ne sont pas que les Jeux olympiques. Bien sûr. Un rôle Ouais. très fort aussi pour favoriser l'accessibilité des infrastructures et en particulier des infrastructures sportives. Donc tout ça est très important et ça doit évidemment, ce qu'on espère tous et ce qu'on porte aussi, changer pour moi le regard qu'a la société sur le sport, et y compris les dirigeants politiques, pour que le sport soit plus investi, qu'on y investisse plus d'argent, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure.
parce que ce n'est pas simplement un loisir ou une pratique pour Ben certains oui, pour le haut niveau. Le sport, c'est un outil éducatif, c'est un outil d'insertion sociale, un social. outil de lien. Et je pense qu'il est sous-investi aujourd'hui. Et j'espère que ça doit être le déclencheur les Jeux, le plus grand événement planétaire doivent être ce déclencheur-là. Bah oui. Et je ne peux que abonder dans ton sens, effectivement, sur toutes ces valeurs qui sont autour du sport et qui devraient être primordiales dans le quotidien. Pour coller justement un peu à l'actualité, Pierre, le Premier ministre a annoncé donc les conditions du déconfinement, notamment pour la pratique sportive. Comment toi tu envisages donc la sortie de crise pour les clubs sportifs et sur la pratique du sport en général à Paris? Alors c'est difficile d'être aujourd'hui, même après les annonces du Premier ministre, de dire à telle date il va se passer ça. Voilà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le déconfinement va commencer lundi, le 11 mai, que pour la pratique sportive, elle ne sera plus contrainte comme elle l'était, particulièrement à Paris. Alors c'est moins le cas en province, mais il a été décidé d'encadrer les heures de footing, parce que c'était principalement d'activités sportives extérieures pour ne pas avoir trop de gens qui se mélangent dans Paris, qui est spécifique, parce qu'il y a beaucoup de densité, y compris sur les lieux de pratique extérieure. Donc là, ça sera terminé. Donc la pratique individuelle en extérieur, elle est de nouveau autorisée, pardon. Donc ça ouvre un champ de pratique Oui, important, mais qui ne sera pas total. C'est-à-dire que la pratique en intérieur, elle reste bannie et la pratique interdite. collective reste pour l'instant banni. Ce que j'ai compris dans le discours du Premier ministre, c'est qu'il y aura une évaluation qui sera refaite ensuite début juin, Oui, selon l'évolution de l'épidémie et des 3 semaines du déconfinement qui se seront écoulées région par région. Et voilà, on sait qu'aujourd'hui, l'Île-de-France, pardon pour ceux qui ne sont pas d'Île-de-France, mais c'est important de le préciser parce que c'est une des régions les plus touchées avec le Grand Est et Mayotte. On sait aujourd'hui que c'est encore un des points durs. Donc, il faut redoubler de vigilance. Et vraiment, encourage tout le monde à évidemment continuer à faire du sport parce qu'on a pu en faire. Moi, par exemple, j'en avais jamais fait autant pendant le confinement que les 5 dernières années, que ce soit en courant régulièrement ou même chez moi, parce que j'avais un peu plus de temps, donc c'était bien pour ça. Mais effectivement, sans limitation de distance ni de durée, aller faire du sport de manière individuelle en extérieur, donc ça ouvre des possibilités beaucoup plus que ce qu'on avait jusqu'à présent. c'est Après, vrai. il faudra rester dans un cadre où la distanciation Voilà. physique, voilà, est absolument préservée, parce qu'on sait que quand on fait du sport, je ne vais pas rentrer dans le détail et mesure, mais quand on expire de l'air, voilà, on peut potentiellement aussi avoir des petites gouttelettes qui partent beaucoup plus loin quand vous êtes notamment à un rythme cardiaque élevé que quand vous êtes au repos, tout simplement. Donc Hmm. voilà, tout ça fait que c'est encore ces 3 premières semaines qui arrivent qui seront pour les sports individuels, c'est-à-dire vraiment individuel, hein, c'est-à-dire pas les sports individuels qui sont pratiqués collectivement, ça ne fonctionne pas. Pour la pratique individuelle sportive, on pourra faire beaucoup plus. Pour la pratique collective ou de sport collectif, il va falloir encore attendre qu'on soit dans un schéma de déconfinement supérieur qui, j'espère, arrivera si tout le monde est assez sérieux début juin, voire mi-juin, pour Hmm. reprendre progressivement une activité normale et peut-être les sports collectifs au courant de Ouais. l'été. Ouais. Les sports co paraissent une évidence, effectivement, pour le contact et la distanciation. Le ministère des Sports a notamment publié un communiqué pour toutes les activités à moins de 10 personnes qui peuvent être faites avec une distance d'un rayon de 1,50 m entre chaque participant. C'est dans ce sens-là que vont aller les cours d'extérieur, notamment autour du fitness. C'est comme ça que va s'organiser le protocole en fait, d'accueil et de mise en place du sport. Toi, tu valides un peu ce procédé-là? Ben, oui, je crois qu'il faut, je répète, hein, il faut vraiment être très prudent. Maintenant, on connaît aujourd'hui les distances sociales, pardon, physiques. C'est le défaut, parce qu'on a tellement parlé de distanciation sociale, qui Oui, est plus le terme, moi je préfère dire distanciation physique, mais physique. Ouais, ouais. les distanciations physiques nécessaires, on les connaît. Dans ce cadre-là, il faut prendre un petit peu de marge, parce que je le disais tout à l'heure, quand on est en activité physique,
Voilà, moi, j'irais même jusqu'à peut-être 2 mètres si c'est possible. Oui, par sécurité, bien sûr, absolument. Ouais, ouais. On parlait même de 4 à 5 mètres carrés par Ouais, pratiquant, ouais. en fait. Mais idéalement, voilà, plus il y aura d'espace, moins on aura de risque de Mieux c'est, transmission. bien Euh, sûr. mais on sait qu'à Paris, c'est aussi compliqué parfois, mais ou dans toutes les grandes villes où il y a du monde, quoi, tout simplement. Bien sûr. Voilà, après, euh, ça va se passer par étapes, mais vraiment, j'encourage tout le monde à, même si c'est frustrant, même si c'est difficile, à respecter ça. Ouais, je Les règles, vois, bien par exemple, sûr. chez moi, il y a des gens qui jouent au foot, ça Ça, arrive, c'est pas bon. je comprends qu'on a envie, etc., mais il ne faut pas vraiment qu'on reparte dans une épidémie qui va repartir à la hausse, parce que ça veut dire reconfinement, ça veut dire de nouveau une économie à l'arrêt, et avec toutes les conséquences dramatiques que ça engage pour tout le monde. Mais voilà. Il faut vraiment être très strict là-dessus. Je le dis aussi pour Bien les sûr. encadrants. Mais oui, cette pratique-là pourra arriver. Et puis, progressivement, j'espère qu'avec le sérieux dont la plupart des gens ont fait preuve, hein, et vraiment, c'est aussi à souligner, on pourra rapidement revenir vers des pratiques en salle, à l'intérieur, même avec de la distanciation physique au début, et puis ensuite le retour des sports collectifs. Et d'ailleurs, je précise que à l'Apollo Sporting Club, donc à partir de lundi, on autorisera les cours en extérieur en petits groupes avec la distanciation, avec des disciplines sans contact, que sont la technique de boxe en shadow, le circuit training et le cardio boxing. Donc en tout cas, nous on s'est organisé pour lundi pour pouvoir réouvrir les cours. Donc le planning va être mis en ligne dans les prochaines heures. Pour conclure, Pierre, donc sur ton parcours, je voudrais aller sur le volet maintenant plus politique, donc sur la candidature avec Paris en commun, conduite par Anne Hidalgo pour les municipales 2020. Donc, tu t'es lancé un nouveau défi dans le 14e arrondissement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce challenge que tu te donnes et puis des ambitions pour les prochaines semaines avec ça, puis peut-être parler du premier tour, enfin voilà, de la suite un peu politique pour ta liste et ton groupe. Ouais, alors la suite politique, je ne la connais pas vraiment. Je le disais au début, hein, en termes de timing, puisqu'on attend le rapport du conseil scientifique pour le 23 mai, et puis ensuite les propositions que le gouvernement fera pour tenir un second tour avant l'été, après l'été, ou le maintien du premier tour ou pas. Voilà, on est encore dans l'expectative là-dessus. Moi, pour ce qui est effectivement de mon parcours, j'ai après mes 5 ans au cabinet de la mer, voilà, eu à travailler sur des dossiers, comme je le disais tout à l'heure, très intéressants, que ce soit au niveau local, parisien, arrondissement par arrondissement, ou plus globalement sur la politique globale de la ville ou celle des grands événements, et même encore sur des choses, même des problématiques pas directement liées au sport. Mais voilà, je crois que j'ai appris énormément, mais maintenant j'avais un petit peu envie d'autre chose. Et voilà, l'engagement d'être élu pour mener sur à bien et de pouvoir être en capacité de décider et d'influer était peut-être le virage que j'avais envie d'essayer de prendre, sous couvert de la confiance évidemment des électeurs. On va conclure si Pierre ne nous entend pas. Il a un petit problème de son a priori. Toi, tu m'entends? Non, il m'entend pas. Il m'entend pas. Bon, on va conclure. Vraiment une carrière réussie entre une carrière de sportif et une carrière de politicien. Donc vraiment, il a beaucoup œuvré pour que la politique sportive de la ville soit des plus performantes. Mais voilà, néanmoins, c'est vraiment quelqu'un qui a œuvré pour le sport et qui maintenant va nourrir de nouvelles ambitions politiques. On va le faire revenir ici sur le live. Voilà, il va se connecter pour nous dire au revoir. Et je vous rappelle que derrière, il y aura le cours de. Ça Voilà, c'est fonctionne? bon. C'est mieux, voilà, c'est mieux. Ok. Pardon, Super. Il y a Sergio Parissé qui te fait je le vois, bonjour. je le vois. Salut, mec. Alors, je voudrais tu peux conclure si tu veux sur la partie donc Oui, oui, élection, donc, ce qu'on n'a pas rapidement, entendu. voilà, donc Ouais. moi, habitant dans le 14e arrondissement, voilà, ça fait 22 ans que je suis à Paris. Je suis, j'aime pas trop dire ce mot parce qu'il veut pas dire grand-chose, mais oui, j'aime cette ville. J'en suis tombé amoureux en y arrivant.
Et il y a beaucoup de défis, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'améliorations. J'ai vu qu'il y avait une question qui est passée dans le fil sur l'accès handicap Oui, dans le 14e pour les infrastructures sportives. Oui, il y a évidemment beaucoup de défis à relever, beaucoup de choses à réussir. Mais voilà, j'ai des idées, j'ai des convictions, j'ai des envies et j'ai envie d'essayer de les mener à bien par cet intermédiaire-là. Je passe le bonjour eh au ben, basket super. Paris 14 aussi, je vois Oui, qu'ils exactement, sont qui a beaucoup connectés. commenté. Bravo à vous, les J'ai gars. pas pu En tout tout cas, lire, Pierre, mais merci. Oui, tout est là. Si vous voulez retrouver l'interview de Pierre, sachez qu'elle sera disponible pendant 24 heures donc sur le fil de la story Apollo Sporting Club. Et on va en profiter pour remercier Pierre de son temps qu'il a pris avec nous. Deux carrières rondement menées, une de sportive et une plus politique. Vraiment, on te souhaite bonne chance pour la suite. Pierre, bon courage à toi. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Et, bah, ça aurait mérité plus de temps, mais bon, ça passe toujours Oui, trop vite. c'est clair. Bonne Et là, pour continuation le... et bon début de cours, du coup, bonne reprise d'activité. Oui, Et voilà, que tout le monde oui, soit oui, à prudent, l'Apollo. mais qu'on en profite pour se remettre à faire du sport pour ceux qui avaient arrêté. Et voilà, le plus vite sera le mieux et on sera en bonne santé, mais tout en étant prudent.